Aujourd'hui, c'est pas exactement le retour ni à la maison ni à la nature, c'est autre chose, c'est une autre façon de tisser. Et c'est en fait exactement ce qui s'est passé avec une de mes dernières très belles lectures, toute récente, dont on va parler maintenant, je sais pas encore comment, Un chien à ma table de Claudie Hunsinger. Je vais avoir tendance à le prononcer à l'allemande, mais je crois qu'elle est alsacienne. Alors je suis désolée, on va encore entendre des petits hors-champs, mais ça tombe bien puisqu'on va être dans le champ. Notamment les notifs parce que j'attends un coup de fil et puis ben, tant pis, là j'ai... Le temps est très limité et mes fenêtres de tir sont elles aussi assez limitées, c'est-à-dire les moments où je peux tourner sans crainte d'être trop interrompue. Enfin, du moment où je peux, en fait. Je suis sûre que je vais être interrompue, mais je vais quand même essayer, en fait, de faire les choses aussi bien que possible. Donc là, et là, en ce moment, c'est quand même assez cataclysmique pour plein de raisons. Mais je n'ai pas besoin de m'étendre. Merci beaucoup pour tous les petits mots. On va commencer quand même par là. C'était vraiment sympa et très touchant. Là, c'est Insta qui fait du bruit, mais moi, c'est pas du tout Insta que je veux. Mais c'est pas grave, on regarde pas. Et je dois déjà dire que je suis assez contente parce que je tourne à l'heure à peu près, enfin dans mes créneaux habituels, mais ça m'a paru tellement impossible que je vais considérer que c'est en avance et que c'est une double récompense. Donc finalement j'ai dû déjeuner à l'heure du goûter, mais je pense que je vais manger du chocolat encore derrière pour me récompenser de tout ça. Ça, c'est vraiment absolument pas en rapport avec le livre de Claudie Hunsinger que j'ai lu notamment, pas uniquement, mais c'est un conseil qui a compté sur le conseil de mon amie Suzette Robichon qui m'a dit que c'était vraiment bien. C'est un exemplaire que j'ai trouvé d'occasion chez Gibert ou en commande chez Gibert. Je commande pas souvent chez Gibert, moi c'est plutôt dans les rayons. Et puis en fait, je fais souvent des listes de livres que j'ai envie de lire. Et puis comme ça, quand je me retrouve en librairie, surtout d'occasion ou... enfin, ça me permet de fixer un peu des choses que je recherche, tout en gardant ouvert des découvertes. Mais enfin, quand je suis chez Gibert, en fait, ça arrive que je découvre complètement, mais j'oriente à chaque fois mes recherches. Claudie Hunsinger, ça me donne espoir dans un genre qu'on appellerait l'éco-poétique, et qui, moi, honnêtement, me parlait pas plus que ça, mais que je connais pas si bien que ça non plus. Avec globalement des idées d'écrire à la nature, et moi j'écris depuis une position située quand même un peu particulière, qui est celle d'une certaine méfiance de la nature. Non pas que j'aime pas les brins d'herbe, les feuilles et la vie sauvage, mais je ne crois pas que la vie sauvage existe tant que ça, ou autrement que nous puissions y avoir accès. Ou qu'elle existe encore, sauf de manière très parcellaire, et encore. En fait, il n'y a pas de zone terrestre, enfin de zone sur cette terre qui soit située en dehors de l'humanité et de ce que l'on pourrait appeler culture, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la distinction nature-culture elle-même n'existe pas. Elle est illusoire. En revanche, elle a une importance historique, elle a une importance discursive, etc. C'est ce qui... je ne vais pas revenir sur cette question du constructivisme, de ses influences politiques. Il y a aussi des naturalismes. Le naturisme, c'est encore autre chose qui peut aussi être en débat très... polémique, potentiellement émancipateur. Par exemple, chez Renan, là j'ai un article qui sortira dans quelques semaines ou mois, plutôt mois, dans les études renaniennes, sur la façon dont la laïcité, la sécularisation chez Renan, c'est-à-dire le moment où Renan arrête de penser avec une hypothèse théologique, se voit remplacée par une hypothèse naturaliste. Et c'est pas que la nature remplace Dieu, c'est que ça va reconfigurer toute la façon de penser et la façon d'assigner, de penser par catégorie, etc. En gros, on le sait, on va le savoir encore plus, ça fait aussi partie des choses que j'explore. Je suis particulièrement méfiante à l'encontre de ce que l'on peut appeler une idée de nature, un discours de nature. Il y a un moment où on fera ensemble une lecture de cet article essentiel de Colette Guillaumin, probablement en plusieurs vidéos. Le problème, c'est que j'ai perdu mon exemplaire et que les éditions de l'X en annonçaient une réédition. Et je suis frustrée de ne pas avoir cette réédition, ou de ne pas le trouver d'occasion, et d'avoir perdu mon propre exemplaire, qui est évidemment annoté. Bon, c'était pas non plus un exemplaire dédicacé, j'ai jamais rencontré Colette Guillaumin. En fait, je l'ai surtout lu après sa mort, je crois qu'elle est décédée en 2017. Ça a commencé pour moi à ce moment-là, mais les choses étaient encore très très floues, hein, sur les années, on va dire 14-17, de ce qui a pour moi été un départ vers le féminisme, enfin un enclenchement, qui a coïncidé avec le départ la mise en route de ma thèse, quoi.
Donc là, les choses sont, pour moi, quand même, souvent prises d'un point de vue, on va dire, plutôt matérialiste, dans le sens féministe matérialiste des années 70, enfin, qui m'a beaucoup forgé, qui ne date pas que des années 70, qui continue aussi, et puis un livre important comme La nature à l'ordre du jour de Colette Capitan date de 92. Voilà, même si je pense que son élaboration a été longue. Là, voilà, j'en ai fait une vidéo, c'est aux éditions Kimé. Mais on est sur des approches très théoriques. Et en même temps, je regarde pas mal ce qui se passe du côté des écoféminismes. Donc j'avais déjà parlé ici de l'anthologie d'Emilia H., de La femme et la nature de Suzanne Griffin. Je considère que l'opéra intergalactique, le space opéra épistémologique de Louvain, Nout, fait partie de quelque chose qui peut avoir trait à une certaine forme d'écoféminisme, mais pas seulement d'ailleurs. Je vois d'ailleurs plus comme queer, comme écoféminisme, mais enfin voilà, il y a quand même des choses comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une parenté assez grande entre La femme et la nature et Nout, avec ou sans lecture, mais sur une espèce d'approche semblable ou similaire des savoirs vers le monde, en gros. Et bien quand je lis Un chien à ma table, c'est pas ce qui se passe. Voilà. Et c'est quand même dans cette très grande mouvance. Ça fait référence explicitement à cette mouvance, notamment à Donna Haraway, le Manifeste Cyborg et à d'autres textes. C'est un texte qui est clairement un texte intello, avec des références notamment théoriques, et qui en même temps est un texte qui est très narratif sans être narratif. C'est-à-dire sans être... C'est un texte qui va être linéaire, mais qui correspond très très bien à la fiction panier d'Ursula Le Guin, ou Le Guin, en ce sens qu'il n'est pas un trait. Ah, et qui parle de ce qu'est habité, j'ai envie de dire naturellement, le monde. Voilà. Alors même que cette vie naturelle est su comme possible, mais tentée quand même. Quelque chose de cet ordre-là. Non pas en mettant en avant l'impossibilité et le quand même, mais ni même la tentative, mais l'habiter, en quelque sorte. Et c'est extrêmement émouvant, mais ça devient très difficile à saisir. Parce que ça ressemble pas à beaucoup de choses qui peuvent être connues, en fait. C'est vraiment un texte qui m'a semblé assez étonnant, assez mystérieux à ce niveau-là. Enfin, c'est-à-dire, et qui, en même temps, est accessible. Alors, c'est probablement déroutant, puisque on n'est pas du tout dans un roman prototypique, mais... il peut y avoir des mots un peu choisis, mais on n'est pas c'est beaucoup plus facile à lire que La femme et la nature ou que Nout de Louvain, par exemple. Et c'est splendide. Et c'est magnifique. Donc, Un chien à ma table, en fait, c'est un ensemble de textes assez courts, ce qui me l'a rendu très facile à lire, notamment je l'ai commencé à la maternité, en fait. Et je l'ai fini chez moi. Hop là, on a un petit hockey en hors-champ. Mais ça tombe bien, on parle de la vie dans les bois. Voilà. Moi, c'était une découverte. Claudine Singer, c'est le premier que j'en lis. Je savais qu'il y avait de la nature et rien d'autre. Et que Suzette me l'avait conseillé, donc bon, j'y vais. Et ce titre assez incroyable de Un chien à ma table, la table, c'est l'image même de la commensalité, c'est le fait de manger ensemble, d'être ensemble, la table du roi Arthur, la scène, le machin, mais sans avoir forcément ici des références bien précises ou savantes, mais quelque chose de très simple, c'est être à table. Être à table, c'est aussi une façon d'être, de vivre, de partager et de se retrouver, quoi, en fait, avec un chien. Et ce chien, il va amener un petit jeu, hop là, de mise en abîme, qui va être assez léger, en fait, et qui d'ailleurs ça me va. Je trouve que c'est rigolo que ça y soit, mais que c'était pas très important, c'est plutôt à la fin du roman, je le signale tout de suite, avec cette réflexion que je me faisais en y repensant, que le roman le plus mis en abîme, lourdingue que je connaisse, c'est clairement Les Faux Monnayeurs, et que c'est justement ces effets de mise en abîme démonstratifs qui le rendent aussi... moi, qui me l'ont fait adorer en première lecture. Je crois que je l'avais eu en Cagne et en agrègue lui aussi. Mais là, je suis plus sûre pour la partie Cagne, je suis en agrègue. Et c'est la première fois, et probablement le seul roman pour moi jusque-là, qui a arrêté de me plaire en l'analysant. Enfin, le seul texte.
Alors que globalement, plus je lis, plus je vais découvrir de sens. Mais j'ai vraiment eu l'impression d'une construction, certes très savante, mais très creuse, quoi. C'était d'ailleurs l'objet d'une des citations qu'on avait eues en dissertation, mais je crois d'entraînement. Bon, un chien à ma table, c'est pas du tout un effet de mise en abîme, puisqu'on est beaucoup plus sur un travail, pas exactement de sensorialité, mais de présence. Moi, ça fait partie des choses qui m'intéressent, parce que je travaille l'inverse, je travaille la spectralité. Et donc, cette présence, en fait, elle va être une coprésence. Alors, j'ai pas envie de faire des gros jeux de mots, naissance, connaissance, machin, à la Claudel, mais il me semble là qu'il y a quelque chose dans le être ensemble, d'être à table en étant dans, hop là, dans ces, hop là, ça c'est vraiment du hockey pas cool, hein. Dans ces différences, dans sa manière d'être à soi, dans son style de vie, dirait Marielle Massé, ou forme de vie qui enfin pas se noue, mais on est à côté, on est différent entre espèces, ici donc la table plutôt signe de l'humanité, et le chien, domesticité, mais surtout animalité, qui va comme ça amener quelque chose qui va être en tout cas un embrayeur de récit. C'est pas ce qui va provoquer la vie dans la nature, c'est ce qui va embrayer le récit. Cette histoire de chien. Et en même temps, c'est pas exactement un livre sur le chien, c'est assez dur de dire de quoi ça parle en fait. Parce que ça parle de vivre dans la forêt en gros. Mais c'est pas du Jack London, c'est pas un récit survivaliste. Il y a quand même dans l'ensemble du texte quelque chose qui est pas exactement réaliste, mais qui est légèrement dystopique dans la croyance, dans l'attente un peu post-apo qu'ont les personnages d'un effondrement proche. Et avec quand même une préparation pour cet effondrement, mais c'est une préparation très light, hein, pas du tout survivaliste. Et dans un mode de vie qui est, je vais dire désespérément, absolument pas désespérément, mais résolument hippie, bohème, quand même assez en marge, plutôt démuni, minimaliste, si on veut le dire de manière plus positive, et qui se place, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, mon cher, mon bébé, allez bébé, les trésors. Ah, on n'a pas de bol, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Bon, là, je sais pas trop quoi dire d'illustration. On est sur la sortie poche d'un très beau texte. Alors, plein de passages m'ont plu, mais voilà. Reste tranquille si soudain, l'ange à ta table se décide. Rainer Maria Rilke, Verger. Alors, c'est un texte que je n'ai pas du tout de Rilke, mais en tout cas, ici, ce qui va être très intéressant, c'est évidemment le rapprochement entre le titre et l'épigraphe, l'ange et le chien, qui sont a priori opposés, on aurait l'humanité entre les deux, mais là, c'est vraiment autre chose qui est en train de se jouer, qui va être, on l'a dit, dans la coprésence, bien plus que dans la scalarité, le fait de hiérarchiser ou de mettre dans une échelle. J'ai rencontré certains d'entre eux, dit-elle, fière d'annoncer qu'elle avait quelques petites connexions avec des êtres humains. Janet Frem vers l'autre été, et là c'est aussi quelque chose que je connais pas du tout, mais qui, boum, désoriente le regard, ou l'oriente évidemment différemment. Bon, pas exactement un gaze ici, parce qu'on va pas être du côté vraiment du chien. C'est pas Flush, par exemple, c'est pas l'autobiographie d'un poulpe des prés, mais on va être dans la vie au plus près du chien plutôt que dans le regard ou le gaze du chien. Astonange, alias Pierre Chentieux, qui est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup l'éco-critique et l'éco-poétique. C'était la veille de mon départ, la nuit n'était pas encore là, je l'attendais assise au seuil de la maison, face à la montagne de plus en plus violette. J'attendais qu'elle arrive, n'attendais personne d'autre qu'elle la nuit, tout en me disant que les hampes des digitales passées en graines faisaient penser à des Indiens coiffés de leurs plumes sacrées, que les frondes des fougères aigles avaient jauni, que les milliers de blocs abandonnés sur place, d'eau, crâne, dents, de la moraine glaciaire surplombant la maison, parlaient de chaos, de déroute, presque de la fin d'un monde. Et que ça sentait la pluie. Donc demain, mettre mes buffalo, prendre ma parka. Était-ce l'approche de la nuit? La moraine changeait d'intensité. Ses échines bossues tressaillaient d'éclats de mica, et pendant de petites fractions de secondes, continuaient d'avancer vers moi en claudiquant, quand une ombre s'est détachée de leurs ombres. J'ai vu cette ombre romper entre les frondes des fougères, traverser le campement des digitales. J'ai tout de suite distingué le tronçon de la chaîne brisée, un fuyard.
Il s'approchait. Il m'avait sans doute repéré bien avant que je ne l'ai vu. À un bref moment, les fougères de taille humaine me l'ont dérobé. Il a réapparu plus loin. Il filait. Je m'étais dressée pour mieux suivre sa course. Il a obliqué. Il descendait maintenant droit vers moi. À 10 pas, il a ralenti, a hésité, s'est arrêté. Un baluchon de poils gris, sale, exténué, famélique, ou de larges yeux bruns soutenant mon regard, m'observaient du fond de leurs prunelles. D'où venait-il? Nous habitions au milieu des forêts, loin de tout. La porte de la maison dans mon dos était restée ouverte. J'ai fait quelques pas en arrière, laissant le champ libre. Écoute, je ne m'intéresse pas du tout à toi. Je veux juste te préparer une assiette, alors entre, tu peux entrer. Mais l'inconnu refusait d'approcher davantage. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais là? J'avais baissé la voix. Je chuchotais. Alors, il a fait un pas. Il a franchi le seuil. Je reculai. Il me suivait avec précaution, le besoin de secours plus fort que l'effroi. Prêt néanmoins à fuir, posant au ralenti l'une après l'autre, ses pattes, sur le plancher de la cuisine comme sur la surface gelée d'un étang qui aurait pu se briser. Nous étions tous les deux haletants, tremblants. On tremblait ensemble. Alors, hop. Ça se calme ici ou ça se calme pas? Plein de remarques à faire ici, un peu en vrac, qui vont être d'abord cette description de ce que l'on comprend être un animal par les pattes, mais qui est d'abord un fuyard, un il, et qu'on ne va pas pouvoir, me semble-t-il, là je reprends rapidement, identifier ni en tant que chien, ni même en tant qu'animal. Au contraire, la mention de fuyard nous amène à l'humaniser avant de l'animaliser par les pattes, par la voix basse, mais tout le reste pourrait être une rencontre interhumaine. Et ça amène quelque chose de très fort qui est l'effacement catégoriel qui séparerait les espèces. Et qui va rapprocher jusque dans ceux on tremblait ensemble. Hop, une petite pause. On réessaie sans garantie. La rencontre se fait donc par l'effacement catégoriel et la mise en contact direct, le besoin de secours et l'effroi, et voilà. Le secours donné sans avoir l'air d'une rencontre, et cette rencontre évidemment va se faire. Et il s'agit bien d'un chien, même d'une petite chienne, avec une sale histoire qui va amener ce sauvetage. Alors c'est pas un sauvetage, ils sont pas allés la chercher, mais en fait c'est comme s'ils avaient accueilli, comme si ce couple de la narratrice et de son mari avait accueilli cette petite chienne qui elle-même s'est enfuie en clandestinité. Et avec notamment le fait de ne pas vérifier qu'elle soit pucée, etc. Parce que cette chienne était maltraitée, ce qui explique sa fuite. C'est rare que les chiens fuient. Donc là, on est sur quelque chose qui est évidemment très touchant et qui passe aussi par la suggestion d'un parallèle ou d'une affinité exactement, d'une ressemblance, d'une similarité entre ce couple, et notamment la narratrice, et cet animal, voilà, comme ça, et qui se retrouve. Alors la narratrice, elle est quand même assez proche, sans être exactement Claudine Singer, et le livre au final s'appelle Un chien à ma table, et je pense que son mode de vie correspond exactement à son mode de vie réel, et ici elle est vraiment mise en scène comme romancière, pas tellement comme plasticienne, ce qu'elle est aussi dans sa vie, et je crois que son mari est plasticien, alors que là, dans ce texte, il est surtout lecteur, en gros. Mais voilà, ça ce sont des détails finalement biographiques ou diégétiques qui sont de peu d'importance. Ce qui va surtout compter, c'est que voilà, le livre s'ouvre sur cet accueil, qui est donc un événement, et en fait, le fait même de faire de l'arrivée d'un chien un événement dit quelque chose d'une littérature qui va englober d'autres parcelles du monde, et notamment d'autres êtres au monde, d'autres espèces, donc d'autres êtres qui pourraient ne pas avoir leur place ailleurs. C'était aussi tout le génie de Virginia Woolf avec Flush.
qui est un roman que j'aime toujours autant, hein, j'avais fait une vidéo dessus. Et on se retrouve là avec voilà, ce nouveau trio dans une maison très isolée, potentiellement on ne sait pas trop si là pour le coup c'est à une autre époque ou maintenant, à l'approche d'un effondrement réel ou fantasmé. Il y a quand même des signes pas dingues, mais c'est pas non plus de la science-fiction, mais il y a un climat qui est pas dingue en extérieur. Un repli de deux vieux. Et beaucoup, beaucoup d'ailleurs de remarques sur elle-même en tant que vieille et encore vieillissant. Alors Claudine Singer a plus de 80 ans, là je regardais ça, je vais mettre qu'elle connaît un interview de choses comme ça. Mais et voilà, dans cet isolement assez absolu d'une maison en pleine forêt, potentiellement des Vosges, si on suit la piste, on va dire, autobiographique, moi je dirais en pleine forêt. On n'a pas forcément besoin de savoir laquelle. Évidemment, peut-être plutôt une forêt européenne, quoi. Ça, c'est que l'Amazonie, par exemple, enfin, ça collerait pas avec le climat qui est décrit. Ouais. Alors moi, voilà, ça c'est vraiment très important. Voilà, je saute un paragraphe. Il y a un chien, et je crie à Grieg, je sais pas comment ça se prononce, Grieg, qui se trouvait dans son studio situé à côté du mien, à l'étage. Chacun son lit, sa bibliothèque, ses rêves, chacun son écosystème. Le mien, fenêtres ouvertes sur la prairie. Le sien, rideau tiré jour et nuit sur cette sorte de réserve, de resserre, de repère, de boîte crânienne, mais on aurait pu aussi dire de silo de livres, qu'était sa chambre. Quand celui qui était mon compagnon depuis presque 60 ans, mon vieux Grigou, mon gredin, au point que je le surnommais Grig, lui les bons jours m'appelait Fifi, les très bons Biche ou Sibiche, les mauvais Sophie, et on remarquera que Sophie n'est pas Claudie. Alors quand Grig est descendu de sa chambre, barbe de 5 jours, cheveux gris, bandana rouge autour du cou, sans âge et sans se presser, on notera ici la syllabse, comme quelqu'un à qui on ne l'a fait pas, revenu de tout, revenu du monde qui ne le surprenait plus, ne l'indignait pas davantage, dont il avait accepté la défaite en même temps que celle de son corps. Ce monde auquel il préférait à présent les livres, alors quand il s'est approché, sentant le tabac, la fiction et la nuit qu'il adorait, grognant à son habitude d'avoir été dérangé, le chien est venu se réfugier à mes pieds, où il a roulé sur le dos, m'offrant son ventre piqueté de tétons. Ça m'est venu en un éclair. And yes, I said yes, I will yes. Je l'ai appelé yes. J'ai dit, je suis là, yes. Et je me suis accroupie et j'ai passé mes doigts à travers le pelage feutré de son encolure, mêlé de longues tiges de ronces, de feuilles de bouleau, de débris de mousse, et trempé. La fuyarde avait pris la pluie avant nous, elle venait de la pluie, de l'ouest, et sentait le chien mouillé. J'ai cherché s'il avait une plaque au collier. Au passage, j'ai scruté le pavillon de ses oreilles à la recherche d'une identité, d'un tatouage, de quelque chose mais rien, sauf une tique que j'ai enlevée avec le crochet en plastique jaune, toujours dans la poche de mon pantalon. La chienne se laissait faire. Je lui disais, je suis là, c'est fini. Tout va bien. Elle répondait. J'entendais qu'elle me répondait de tout son corps qui s'était remis à trembler pour me signifier sa peur et sa confiance en moi. J'ai aussi compté les doigts de ses larges pattes fourrées. Elle en avait 4, plus 2 ergots aux pattes arrière. Une race de berger, a dit Grig penché au-dessus de nous. Et encore une fois, j'ai dit, je suis là. J'aurais volontiers continué comme ça, elle aussi, dans la pénombre qui s'avançait, qui nous enveloppait, quand j'ai écarté le panache de sa queue qu'elle avait rabattu sur son ventre. Attention, ça va être dur. Les babines de son petit sexe animal, déchirées au niveau des commissures, étaient poisseuses de fluide et de vieux sang séché. Et la peau du ventre sous le pelage, noire d'hématome. J'étais sans voix. Puis j'ai chuchoté encore et encore, je suis là, c'est fini. La petite chienne qui avait à nouveau roulé sur elle-même me présentait son dos, s'est mise à haleter violemment, le vent aussi dehors. Agenouillée près d'elle, doucement, je passais mes doigts le long de son échine.
Et j'ai dit à je ne sais quelle instance invisible, sévices sexuels sur un animal. Crime passible de condamnation. Ça, c'est toujours fait. Ça, c'est toujours fait, a répondu Greg. Comme d'une planète où les campagnes existaient encore. J'ai répondu, ça n'a rien à voir. Le monde a basculé. Alors, quelque chose d'une dystopie ici dans cette rencontre. Rencontre qui, donc, en parle aussi d'une... Je suis vraiment des de pleurs. C'est une rencontre qui passe sous le signe d'une bascule et d'une dystopie, avec cette idée voilà, de campagne qui n'existerait plus, ce qui est pourtant contredit par le texte, et donc d'un monde autre, résolument autre, ce qui fait que les personnages seraient eux-mêmes, on l'a vu dans un repli, resserre, retraite. On peut noter déjà comment tout Grieg est décrit lui-même comme un animal sortant de sa tanière et comme un animal surtout lisant, alors que la chienne serait un animal affamé de langage. Et en fait, on a sans cesse comme ça des jeux d'inversion. Alors, des jeux, c'est pas forcément ludique, mais des processus d'inversion, des phénomènes d'inversion, d'hypalage assez strict, sauf que là, on n'est pas entre le paysage et les personnages, mais entre les êtres qui vont tisser des similarités et enjamber, en fait, les gouffres de l'interespèce. Et la bascule, elle se fait, en fait, sur ce qui aurait pu être une rencontre qui, en fait, est la bestialité, qui n'est pas une rencontre, qui est l'oppression et la hiérarchie spéciste absolue, le viol animal, hein, la zoophilie, alors qu'on appelle zoophilie, mais qui légalement s'appelle bestialité, et qui est évidemment du viol, et qui est condamnable, et qui est trop peu condamné par rapport à ce qui en est condamnable, qui confirme le secours déjà apporté par la narratrice, par le personnage, et qui va aussi passer, donc, le texte va aussi servir à partir de là à... il va s'instaurer comme une zone de réparation impossible, mais en tout cas de consolation et de repli, des personnages habitant dans la nature et pas exactement l'explorant, parce que l'explorant contient aussi un peu l'idée d'une conquête, mais vivant avec et évoluant en son sein, très exactement. Et tout le texte est comme ça, voilà, fait de petits paragraphes, de petits moments, avec une diction, un rythme, une syntaxe en fait, qui est assez souvent verbale et courte, pas du tout duracienne. Je n'aime pas les phrases courtes, et je n'aime pas du tout les phrases averbales, donc sans verbe, les phrases nominales. Et là, on a pas mal de moments qui vont être des répétitions, enfin pas exactement des répétitions, mais des doublés, triplés, synonymiques, donc une resserre, une tanière, etc., qui vont en fait jouer un peu le rôle d'une épanorthose, d'une correction pour dire au plus près, mais comme s'il ne s'agissait pas de remplacer un mot par un autre, mais de les utiliser tous à la fois parce que c'est ensemble qui serait plus utile. Ça me donne, parce qu'on n'a par exemple aucune coordination adversative à ce niveau-là. Type Sarote, ça n'était pas le bonheur, c'était plutôt la joie dans l'enfance, dans un passage bien célèbre du texte. Donc là, on est davantage sur quelque chose de beaucoup plus doux et qui donne une impression de moiré, en fait. De tissu moiré, de palpitations, de tremblements, de scintillements, et qui va donner voilà, comme ça l'impression d'une profusion, mais une profusion qui va être fragile, parce qu'on est entre la profusion et la correction. Et la recherche d'un mot qui sera le mot le plus juste, le plus exact, et en même temps, il n'y en a aucun qui permettra d'épuiser ce spectacle. Alors, c'est pas un spectacle, il faudrait dire qu'on en est extérieur, mais ça vit dans la nature. Et je trouve très intéressant de voir comment moi, je fais des épanorthoses en me corrigeant. Alors, il y a une grande fatigue en ce moment, mais qui est aussi, en fait, le symptôme de réflexes, de représentation de la nature très occidentalo-centrée, anthropocentrée, et voilà, où la nature elle va être explorée et non pas habitée, ce qui va changer beaucoup de choses. Et ici, par exemple, chaque membre du couple a un écosystème, son studio, donc tout en minimalisme, mais un écosystème, ben, c'est de la nature. Il n'y a pas donc il y a quelque chose d'un peu amusé, peut-être,
davantage que ludique, la modalité n'est pas la même, mais on va avoir aussi des autonomies assez profondes de chaque personnage à ce niveau-là. Et ça mène un texte qui est absolument splendide, tout le temps. Et donc, je sais pas... là, je tombe sur un passage de Naharaway, mais c'est vraiment pas mon passage préféré, même s'il m'a paru très, très juste. Voilà, non, mais vraiment, je l'attrape au hasard. Bon, là, voilà, ils font des choses avec leurs brebis, c'est pas très drôle. Quelque chose semblait s'être mis en route avec cet étrange automne, je suis page 94, avec le vent sous nos yeux. Un mouvement, comme si nous étions tous chassés. C'est même pas un début de chapitre. Comme si on nous chassait. Les digitales en graines surmontées de leurs plumes sacrées, toutes inclinées dans la même direction, levaient le camp. Et on a toujours comme ça des descriptions naturelles, comme on l'a eu déjà aussi dans l'Inkipit. Puis un matin, au réveil, plus de réseau, plus d'écran, plus de radio. Le monde, d'un coup, devenu innocent. Ça, c'est intéressant. C'est le langage qui serait potentiellement caractéristique de l'humanité, mais qui caractérise davantage la chienne que le mari, qui marquerait une forme de culpabilité. Très intéressant sur la connaissance et le logos. Avec l'Ancien Testament en arrière-plan, la Genèse. Effacé, tout effacé, casier judiciaire vierge. C'est malgré tout oppressant d'imaginer la plaine éteinte. Empoisonnée, sous narcotique, anéantie par une guerre biologique antiterroriste. Je me suis dit, regarde ce qu'il t'arrive. Rien d'autre. Ne fais rien d'autre. Écarquille tes oreilles, écoute du fond des yeux. Dilate les ailes de ton nez. J'aurais bien aimé que ce soit déjà l'apocalypse. S'il m'arrivait de me voir volontiers, en ange exterminateur, mais ça n'avait pas duré. Ce n'était qu'une panne d'électricité banale. Le contenu des 2 congélateurs n'avait même pas commencé à fondre. Là, voilà, une certaine douceur. Et on note, écarquille tes oreilles, écoute du fond des yeux. Boum, le phénomène d'inversion d'hypalage. Ensuite, en quelques jours, l'automne, lui, nous est vraiment tombé dessus, larguant sur nous les pluies et les vents, des vents aux dépouilles vertes, jaunes, rouges cramoisies. Mais pas du tout l'apocalypse. D'ailleurs, elle arrive toutes les secondes, sa flèche file et vibre, zélée, sans jamais atteindre la cible. Revoir Zénon délai. Donc ça, c'est le paradoxe de Zénon. C'est l'idée qu'une flèche doit parcourir la moitié de la distance, moitié la distance, et donc n'arriverait jamais. Et le paradoxe de Zénon se résout quand on considère que l'ensemble de ces moitiés, quoique la suite soit infinie, est égal à 1, et donc la flèche atteint son but. Elle passait donc l'apocalypse au-dessus de nos têtes, tout en nous laissant les dernières framboises. Donc hop, du très grand, et beaucoup de très petits, d'attention à de petites choses, littéralement les framboises, littéralement la cueillette de Le Guin. Des framboises énormes, des framboises belles comme des bouches. Là encore, la comparaison. Ces phénomènes de liaison entre les règnes. Et puis ceci, je profitais du soleil de midi, m'étant déshabillée pour me laver à l'abreuvoir, préférant la fontaine à la douche, quand un cheval pommelé, nuage gris, échappé je ne sais d'où en route pour se barrer lui aussi, est arrivé au galop. Il venait sans doute boire. Il s'est arrêté net en me voyant. Nous sommes restés quelques secondes l'un et l'autre face à face à nous replacer dans la hiérarchie du monde. Un être humain, dans sa nudité, de jugement dernier, face à la perfection animale, laquelle a fui. Et ça continue. Alors, je ne vais pas continuer beaucoup plus longtemps, même si j'ai un peu de calme, moi j'ai de la fatigue. C'est ça qui va vraiment fonctionner. Alors, ça donne pas une impression de fragment, ça donne pas une impression de vignette. Ce qui est très étonnant, c'est que ça m'a donné l'impression d'une grande continuité, alors même qu'on a comme ça, effectivement, une écriture, disons, parcellaire. Moi, j'ai envie de dire qu'il se fait par inclusion. Et avec des liaisons qui vont être dans la voix, dans le ton,
J'ai l'impression quand je lis, déjà dans ma tête, hein, un chien à ma table, de lire une voix off d'un documentaire splendide. Par exemple, et d'ailleurs je crois qu'elle a eu une participation sur nos présentations de ça, de Violette et les cracheuses de sang, par exemple. Quelque chose d'extrêmement... une voix à la fois ailleurs et très profondément là. Et très profondément ancrée qui nous permet de voir le monde. C'est des choses que je peux parfois sentir en lisant Mylène Tournier, que j'ai eu avec Violette et le gang des cracheuses de sang, qui était un documentaire splendide. Et c'est très singulier, c'est très très rare d'avoir une telle incarnation, parce que ce n'est pas une incarnation qui se fait corporelle, mais qui est, pour ainsi dire, paysagère, et qui va donc pas insister sur la sensorialité de « je sentais le vent sur ma peau », pour ne pas insister justement sur la peau qui devient une frontière, en fait, ce faisant, et qui va malgré tout placer la sensation, la sensorialité humaine, anthropomorphe, au centre, mais qui fait sentir directement, en s'incarnant, non pas exactement dans le paysage, sans le fantasme, par exemple, d'être le paysage, ce qui est aussi très intéressant comme jeu littéraire, mais comme étant dans le paysage et au plus près du paysage. En gros, c'est à peu près ça. Et c'est extrêmement bluffant. Donc évidemment que je vais lire Bamboa. C'est une certitude, c'est une splendeur. Merci Suzette et je vous dis à bientôt.